Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau On-Chain Actu. Ouais, je vais pas la refaire, c'est bon, ce sera très bien comme ça. On est le 24 juin 2026 et pas mal de news pour aujourd'hui, mine de rien. Voilà, j'ai essayé de prendre mon petit scalpel comme ça, de récupérer le meilleur des actus de ces derniers jours. Et on commence par les news Bitcoin maximalistes avec Strategy, qui a acquis 520 Bitcoins supplémentaires pour 35 millions de dollars. Ils ont évidemment levé plus que ça, comme la semaine dernière. La société a également augmenté sa réserve en dollars de 400 millions de dollars. Donc, c'est la même stratégie, ils achètent un petit peu de Bitcoin et ils mettent de côté. Alors, la réserve en dollars, elle est censée payer les dividendes sur le STRC et compagnie. J'imagine que c'est pour essayer de donner plus confiance envers leurs produits, essayer de redonner un peu confiance aux investisseurs, essayer peut-être de remonter aussi la valeur du STRC grâce à ce biais. Mais pour l'instant ça marche pas très bien puisque j'ai mis une autre news de côté. Voilà, le STRC est passé sous les 90 dollars. Ah oui, j'avais mis ça aussi de côté, j'avais oublié, mais attendez, j'avais mis autre chose. Ah non, j'ai été intelligent, au lieu de le mettre de côté, je l'ai mis en commentaire directement sur Twitter. Voilà, on a le STRC qui est carrément à 87 dollars à peu près au moment où je fais la vidéo. Je crois qu'il a brièvement été à 80 dollars, c'est pas terrible en ce moment pour le STRC, il est sur une méchante décote. Je pense qu'il a eu, il est sur son record en fait en termes de décote. Il est très très bas actuellement. Voilà, le marché a perdu pas mal confiance envers Strategy. Et puis d'un côté, ils ont réussi à amener plusieurs milliards sur leurs produits, c'est quand même un produit assez niche je trouve, donc c'est difficile. Maintenant pour refaire monter sa valeur, il faut que les gens aillent racheter du STRC, même s'il y a une décote, le marché a quand même ses limites, donc pour l'instant c'est difficile, courage si vous avez du STRC. Pour les plus des jeunes d'entre vous, j'avais mis ça aussi de côté, on peut le trader du côté d'Hyperliquid, ça y est, c'est listé chez Trade XYZ, aussi pour ceux qui farment les airdrops éventuellement, mais voilà. Ça c'est libre à vous de l'utiliser ou pas. On a Strive qui a acquis 759 bitcoins supplémentaires, ils en ont acheté plus que Strategy, dis donc. Strategy d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, j'ai pas fait attention à comment ils ont levé de l'argent cette semaine, j'imagine que c'est comme la semaine dernière, ils ont dû émettre des nouveaux titres MicroStrategy, voilà, donc créer de la dette, revendre leurs nouvelles actions et voilà, lever du cash comme ça, pourquoi pas, tant qu'ils arrivent à utiliser du levier pour leur stratégie, tant mieux pour eux, mais je me méfie quand même de plus en plus d'eux. Cardone Capital ajoute 282 bitcoins à sa trésorerie bitcoin. Pas grand chose de plus à dire à vrai dire par rapport à cette news. On a aussi un fonds de pension japonais qui entre dans la crypto. Le fonds national de pension des entreprises basé à Okayama gère les actifs de 1200 PME pour un total de 21,3 milliards de yens, soit environ 120 millions d'euros. 120 millions ? Ok, il me semblait avoir vu milliards tout à l'heure. J'ai dû mal lire quand j'ai mis les news de côté. C'est pas grave. Pour cette première incursion, il prévoit d'investir seulement 1% de ses avoirs, c'est déjà bien, soit environ 1,2 million d'euros. Voilà, c'est la petite news du côté du pays du soleil levant. Ça fait beaucoup de du. Ensuite, on a des news aussi du côté d'Ethereum. Bon, déjà, on a le fou du bus, Tom Lee avec Bitmain qui achète 52 000 Ethereum supplémentaires. C'est les soldes, il faut en profiter j'imagine. 4,7% de l'offre totale d'Ethereum, ils se rapprochent de leur objectif des 5%. De l'autre côté, la fondation Ethereum annonce le licenciement de 20% de ses effectifs. C'est quand même pas dégueu, 20% des effectifs, mais il y a quand même 5 anciens membres de la fondation Ethereum qui ont lancé une sorte de nouvelle fondation en quelque sorte, ça s'appelle ETH Labs, et j'ai l'impression en fait que c'est des gens qui partagent pas la vision de Vitalik Buterin, qui vont entre guillemets fonder leur propre fondation, ça va de soi. Donc curieux de voir ce que ça va donner. C'est backé par Bitmain, par Sharplink, c'est pas très étonnant, c'est deux entités qui accumulent beaucoup d'Ethereum. Voilà. À voir ce que ça va donner. Leur but, c'est un petit peu comme la fondation Ethereum, c'est de continuer de vendre ETH, littéralement, de travailler autour, de faire de la recherche, de la recherche et du développement sur l'écosystème. Deux petites news sur les marchés de prédiction. Déjà, Polymarket.
c'est pas bien Polymarket, hein, puisqu'ils auraient payé des créateurs de contenu pour mettre en scène de faux paris gagnants sur des copies quasi identiques de son site, selon le Wall Street Journal. L'enquête indique qu'environ 1,9 million de paris montrés dans les vidéos n'étaient pas réels. En dessous, ça parle de plus de 1105 vidéos qui ont été partagées en mettant en avant de faux paris. Ça m'étonne qu'ils aient besoin de faire ce genre de publicité, honnêtement, Polymarket. Ça montre peut-être aussi à quel point Kalshi a pris de l'importance, j'ai l'impression, dans le domaine. Même si, dans ma bulle un petit peu francophone, j'entends pas du tout parler de Kalshi, mais au niveau des volumes, je comparerai peut-être plus tard les chiffres entre Polymarket et Kalshi, mais ouais, Kalshi a l'air d'avoir un peu défoncé Polymarket récemment au niveau des volumes. Donc je sais pas, ils ont essayé de faire de la publicité de manière un petit peu bizarre, surtout qu'ils insistaient pour que ce ne soit pas crédité comme étant un placement de produit. En France, c'est complètement illégal. Je sais pas si c'est illégal dans d'autres pays. J'imagine que dans pas mal d'autres pays, ça doit l'être. Mais c'est quand même vachement curieux cette affaire. Polymarket qui a payé des créateurs de contenu comme ça. Ouais, pas terrible. On a Mark Zuckerberg qui aurait chargé Meta, à son entreprise, son bébé, de développer une application dédiée au marché de prédiction. Pas grand chose de plus à dire, est-ce qu'en plus ça supportera la crypto, je sais pas vraiment, donc voilà, on va pas s'attarder plus que ça sur cette nouvelle. Et j'ai mis ça de côté, vous en faites ce que vous voulez, on a le directeur du FBI qui partage une petite vidéo promotionnelle, on va dire, pour dire que voilà, les arnaqueurs crypto, c'est fini, il y en a marre d'eux, si vous continuez d'arnaquer les gens en Amérique, on va vous retrouver, on va vous casser la gueule. Enfin non, ils disent qu'ils vont leur amener la justice. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi on n'a pas de communication comme ça? Pourquoi il n'y a pas la police nationale qui nous montre leur meilleur... En plus, ils font des blagues en ce moment. Je vois de temps en temps des vidéos de police ou quoi que ce soit qui ils font des blagues, ils s'intéressent un petit peu aux jeunes. Et pourquoi ils s'intéressent pas aux affaires crypto? Vous allez quand même pas me dire que la paperasse c'est compliqué et que les gens après ils sont jamais jugés. J'y croirais pas. Bref, je vais arrêter mon sarcasme et on va passer aux mauvaises nouvelles du jour, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à dire. On commence par Taiko, la blockchain Taiko qui a été exploitée, qui a été hackée à hauteur de presque 2 millions de dollars. Il y a des fonds qui ont déjà été déposés sur Mexer. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais parfois, voilà, il y a des exchanges qui sont utilisés pour blanchir des fonds. Je connais pas du tout les stratégies, par contre, pour quand ils passent vers des exchanges, parce que c'est assez couillu de passer par un exchange pour blanchir des fonds. Je sais pas. Souvent, ça va être, ils vont payer des gens qui ont des comptes pour demander, pour faire transiter de l'argent sur leur compte, pour essayer de brouiller un petit peu les pistes. Je sais pas si c'est le cas pour cette affaire autour de Taiko, et je sais vraiment pas comment les hackers se débrouillent pour blanchir entre guillemets de l'argent via Mexer. Peut-être aussi qu'ils créent des comptes en achetant des vérifications d'identité, parce que une identité, ça a peut-être de la valeur en France ou dans d'autres pays, mais dans certains pays ça vaut pas grand chose. Enfin si, ça vaut grand chose. Ils peuvent vendre une copie de leur carte d'identité pour 50 balles, 100 balles, c'est des salaires dans certains pays. Donc voilà, des fois aussi ça peut passer par ce genre de méthode. C'est pas fameux. Mais écoutez, c'est pas moi qui fais le monde. Par contre, quelque chose qui est vraiment pas fameux, c'est le cas de le dire, toujours autour du hack de Taiko, c'est qu'a priori, ce hack provenait d'une clé privée qui avait été publiée directement dans un GitHub public. Voilà, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est GitHub, globalement c'est là qu'on vient poser du code, ce genre de choses. Mettre une clé privée publiquement, c'est pas foufou, et en plus de ça, j'étais pas au courant, parce que je suis pas développeur ou quoi que ce soit, j'utilise pas GitHub. Il y a quelqu'un qui a rajouté dans les commentaires que c'est mérité, parce qu'a priori GitHub a un outil gratuit qui s'appelle Secret Scanning, qui détecte automatiquement les clés privées, Ethereum, Bitcoin, les jetons d'accès, décompose du code sur GitHub. Donc ouais, pour le coup c'est mérité quand même. C'est censé être un projet assez sérieux, Taiko, ils ont levé des fonds et compagnie. Peut-être, je veux pas rentrer dans les théories du complot ou quoi, c'est pas trop mon truc, même si des fois c'est marrant, peut-être que c'était volontaire. Je sais pas, c'est pas la première fois que je vois un truc comme ça, une clé privée qui était pas si privée finalement, mais dans tous les cas ça la fout assez mal. On a Aztec Network aussi, il me semble en avoir parlé la semaine dernière. J'ai revu un post passer, donc je le passe assez vite, parce que je sais pas si c'est un post en doublon de la semaine dernière ou pas, mais là c'est sorti le 18 juin,
Donc avant la semaine dernière, bref, 2 millions de dollars de dérobés a priori, je sais pas si c'est un nouveau hack sur Aztec Network, ou alors peut-être si je confonds aussi avec un projet similaire que j'aurais abordé la semaine dernière, c'est possible. Le soleil doit me taper sur la tête. Une news assez cocasse, est-ce que Jared from Subway, ça vous dit quelque chose? C'est un mevbot assez connu qui a volé littéralement, puisque la max extraction value c'est plus ou moins du vol, c'est de l'attaque sandwich. Donc ils ont volé des millions de dollars en crypto et c'est assez ironique, ils viennent de se faire drainer plus de 7,5 millions de dollars. J'y ça au pluriel parce que ça a l'air d'être une entité avec plusieurs personnes derrière, malgré le nom Jared from Subway. Bref, c'est assez cocasse, vraiment le gars qui va voler les gens, qui se fait voler de l'argent, mais ce qui est encore plus drôle, je sais pas si j'ai mis un post de côté pour ça, non je l'ai pas mis de côté. Évidemment, quand il y a un protocole qui se fait hacker, souvent ils envoient un message sur la blockchain pour dire le hacker, c'est vraiment pas sympa ce que vous avez fait, mais on va être gentil, vous pouvez garder 10% pour vous, vous nous rendez le reste, et en échange, on lance pas de procédure judiciaire contre vous. D'accord ? Bon, souvent, les hackers ne rendent pas les fonds. Jared from Subway a envoyé du coup un message sur la blockchain en disant aux hackers « C'est vraiment pas cool, tu peux garder 50% de ce que t'as volé, mais tu nous rends le reste s'il te plaît, sinon on va devoir faire appel à la justice. » Alors comment dire ? Quand ton fonds de commerce, c'est les attaques sandwich, et que tu t'es fait à ton tour sandwicher, c'est pas une bonne idée de partir en justice, parce que même dans le cas où tu gagnes, tous les gens que t'as sandwichés, tu vas faire jurisprudence. Et ils pourront gagner contre toi ensuite. Donc bon, c'est complètement débile, je pense que le hacker ne rendra pas les fonds. Pour une fois qu'il y a j'ai presque envie de dire un peu de justice dans ce bas monde, c'est rigolo. Voilà, l'arroseur arrosé, comme on dit souvent. On a le MSUSD de Main Street Finance. J'avais fait une revue du protocole il y a longtemps et ça m'a jamais trop inspiré Main Street Finance parce que c'est un peu une boîte noire. Je l'ai passé aussi vite fait en revue, si on peut appeler ça comme ça, dans un live assez récent et je voulais voir un petit peu ce qu'il y avait dans le collatéral et vraiment il y a zéro information là-dessus. Récemment, Accountable, un des outils qui est utilisé par beaucoup de projets pour justement avoir un suivi, avoir des informations sur le collatéral, etc., même des preuves sur le collatéral, et bien récemment, ils ont terminé leur service avec Main Street, voilà, c'est terminé, Accountable ne va plus servir les informations de Main Street, donc forcément, il y a eu une grosse panique autour du MSUSD et c'est assez justifié puisque c'est une boîte noire. On ne sait pas, même avec Accountable, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le collatéral. C'était juste écrit « on a le collatéral ». Voilà. C'est le projet collatéralisé à 100% ou 101%. C'est cool, c'est bien. Ouais, mais par quoi ? Donc ça pue un peu du côté de Main Street Finance. À l'époque où j'ai fait ma revue, le protocole était un peu différent, il a évolué. J'étais pas très fan du protocole et voilà, je me suis pas exposé au MSUSD sur mon portefeuille. C'est pour une bonne raison. Tout ce qui est très boîte noire, etc. Voilà, Stream Finance, j'étais pas dessus, mais je connaissais déjà très bien ce type de projet. Il faut se méfier avec tout ça. Soyez prudents. Et si vous étiez exposé au MSUSD, bon là, prendre sa perte en ce moment sur le marché, c'est pas terrible, vous prenez un moins 75%, parce qu'a priori, il y a quand même des pools de liquidité sur la blockchain, sur Ethereum typiquement, où on peut vendre son MSUSD à 24 centimes, alors qu'il est censé valoir 1 dollar, il me semble que c'est un stablecoin, entre guillemets, qui est plus très stable. Le projet dit que, mais attendez, vous en faites pas, ça va bien aller. J'ai énormément de mal à les croire. Et c'est pas les seuls, alors c'est pas ça que j'avais mis de côté, je me suis trompé dans l'ordre du côté de mes onglets, c'est Altura, un vault du côté de HyperEVM. Pareil, en fait, ils vont faire des stratégies sur des produits assez peu liquides. Donc, il y a eu une grosse vague de retrait récemment, 8 millions de dollars depuis leur vault. Et forcément, comme sur ce genre de vault, il y a quand même un certain paquet de liquidités qui sont liquides, qui sont retirables là maintenant tout de suite. Quand il y a une grosse vague de retrait, toutes ces liquidités qui peuvent être retirées, très bien, elles sont retirées. Mais quand il y a une grosse vague de retrait, ça crée un peu un effet panique. Donc, il y a encore plus de retraits, et au bout d'un moment, les liquidités qui servaient juste pour les retraits comme ça rapides, elles sont vite
essoufflées quoi, elles sont vite à sec. Donc là, le protocole a carrément mis en pause les retraits. Il me semble qu'on sait pas pour combien de temps, il parlait de quelques jours. Mais ouais, c'est mal barré pour l'instant pour Altura. Ils vont déboucler un petit peu leur stratégie pour avoir des liquidités. Ça pue. Pareil, Altura, c'est comme Main Street Finance. J'ai jamais vu ça d'un bon œil. Surtout que c'est un projet qui délivrait un soi-disant rendement 2 fois supérieur quasiment à celui de STRC. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon courage pour ceux qui sont du côté d'Altura. Il y en a qui ont lancé des retraits. A priori, il y a 3 jours, quelque chose comme ça à attendre. Pour ceux qui ont réussi à lancer leur retrait avant que la fonctionnalité soit coupée. J'espère que vous aurez vos liquidités. Le mieux que j'aurai à vous dire, c'est de prendre votre temps. Ça a l'air d'être un peu plus, un peu plus transparent du côté d'Altura que du côté de Main Street Finance. Il me semble qu'on sait à peu près ce qu'il y a dans le collatéral, alors que Main Street, on sait vraiment pas. Donc voilà, je serais plus d'avis d'attendre pour ceux qui sont exposés au projet, mais pareil, quand un projet va à base de stablecoin ou de vault avec des cryptos stables, etc., quand ils vont faire des stratégies sur des actifs pas liquides, c'est une très mauvaise idée. J'en ai vu plein se péter la gueule déjà, et bien avant 2026. Donc voilà, soyez prudents par rapport à ce genre de projet. Et d'ailleurs, il y a Youn qui met aussi en garde du côté de Morpho, parce que pour ce qui est de Altura, j'ai un doute si c'est le cas, mais pour ce qui est de MSUSD, il me semble que ça avait commencé par rapport à Morpho. En fait, ce genre de projet ont pas mal de TVL parce que les gens vont faire des boucles. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé plusieurs fois. Il y a même une fois où j'ai fait une entrevue avec un curateur. Donc voilà, les curateurs sur Morpho et compagnie, leur travail c'est de permettre à des projets en partie d'augmenter leur TVL. Et souvent ça va se faire via des boucles sur Morpho. Et récemment, du côté de Main Street Finance, du côté du vol qu'il y a sur Morpho avec leurs produits, les liquidités étaient entièrement empruntées. Il y avait plus d'USDC disponible. Quand ça arrive, ça commence à puer un petit peu. Ça veut pas dire que ça va se péter la gueule ou quoi que ce soit, mais il y a une perte de confiance. Et en ce moment, il y a l'air d'y en avoir une du côté du AZND sur Monad. C'est collatéralisé par des real world assets. Je crois que c'est des trucs un petit peu exotiques en plus, sur du marché asiatique de mémoire. Je me demande si c'était pas de l'immobilier asiatique ou du crédit privé asiatique, un truc comme ça. J'ai été vraiment pas fan du collatéral, donc j'y ai pas touché. Il y avait des rendements sympathiques, mais ça m'a jamais inspiré le AZND. Et là, du côté de Morpho, il y a zéro liquidité, tous les USDC sont empruntés, donc pour le coup, si vous aviez des USDC sur le Vault, va falloir être patient, malheureusement. Si vous êtes exposé au AZND, j'ai pas été voir s'il a commencé à dépeg ou quoi que ce soit, mais pareil, soyez un petit peu méfiants de ce côté-là si vous êtes exposé, à mon humble avis. Et sur ce, voilà, pas mal de mauvaises nouvelles, on enchaîne avec les levées de fonds, et il y en a eu pas mal aussi depuis la semaine dernière. À commencer par IO Trader, une plateforme de prédiction décentralisée. Dans les investisseurs, on sait pas combien ils ont levé, mais il y a quand même Dubai Blockchain Lab, ERC20 Capital, The Crypto Launch. C'est des noms très génériques, mais inconnus au bataillon pour ma part. On a dont on reparlera, pas mal le petit jeu de mots, pendant le point airdrop, ils ont reçu un petit peu de soutien financier de Coinbase Ventures. J'imagine qu'ils ont dû être listés là-bas. Ça donne un indice. De toute façon, si on en parle dans le point airdrop, c'est pas pour rien. Multiply, ils ont reçu du financement de Base, la blockchain directement, et fut un temps, j'avais envie de farmer tout ce qui recevait du financement directement de la blockchain Base, de leur fonds d'écosystème, mais dans les derniers trucs que j'ai farmés de ce côté-là, c'était vraiment pas terrible, donc ça me donne pas trop envie. Ça s'appelle Multiply, c'est un protocole de génération de yield multi-chain, un petit peu bizarre du coup que ce soit un truc multi-chain, mais qui reçoivent du soutien de Base. Après, bon, Base, ils sont OK avec les autres écosystèmes, puisque leurs CB, BTC et compagnie sont dispo sur Solana, sur Monad aussi, je crois, sur Ethereum, bref, pas que sur leur écosystème. On a Rones XYZ, une plateforme de real world assets sur la Binance Smart Chain. J'ai pas grand chose à dire sur le sujet, ça m'inspire vraiment pas tout ce qui se passe du côté de chez Bibi.
Ant Fun, 5 millions de dollars de levée, ça se passe du côté de Solana de ce que j'ai vu, et comme son nom l'indique, hein, c'est un petit peu un pump fun, hein, c'est une plateforme de meme coin. On a aussi Range.org qui a levé 8,3 millions de dollars, et c'est pas mal, c'est une startup de compliance autour des stablecoins. Je mets la traduction parce que je suis un peu fatigué, c'est la startup de conformité pour stablecoin en bon français. Vu le développement autour des stablecoins en ce moment, je pense qu'il y a de la demande sur le sujet, et on voit Stellar notamment dans les investisseurs. Stellar, si je dis pas de bêtises, hein, c'est pas très loin de la galaxie Ripple. Donc Ripple, ils ont leur stablecoin, ça m'a l'air cohérent. On a Carta, comme son nom l'indique, c'est une carte de crédit crypto, j'imagine, sinon ce serait pas dans les levées de fonds crypto. Ils ont levé 15 millions de dollars, très bien pour eux, et on termine par FOMO, une application de trading cross-chain qui ont levé 75 millions de dollars, peut-être quelque chose à farmer pour les plus curieux d'entre vous. Comme d'habitude, après les mauvaises nouvelles du jour, après les levées de fonds et compagnie, la minute on-chain, et on va commencer par une rubrique un petit peu spéciale. J'ai vu plein de news sur le même sujet, c'est des projets qui vont fermer leurs portes, qui vont se terminer. Alors je viens de me rendre compte que j'arrive peut-être un petit peu tard pour le premier que j'ai mis de côté, puisque c'est Swell Chain, la blockchain de Swell, hein, le layer 2 avec le kit d'Optimism, c'est fini. Sauf que, a priori c'est fini le 23 juin, c'est les news du 24 juin. Bon, j'avais pas vu la date, c'est pas grave, au moins j'ai passé le message, si vous aviez des fonds là-bas, maintenant c'est trop tard, désolé, mieux vaut tard que jamais, mais là c'est peut-être un peu trop tard. On a Polygon ZKEVM, là il vous reste une bonne semaine, ça va fermer, voilà, la blockchain c'est un échec, hein, sans surprise, donc le 1er juillet ça ferme a priori, donc si vous avez des liquidités sur Dolomite, parce que je l'ai vu partager du côté de Dolomite, retirez vos sous-sous là-bas. Alors peut-être que j'ai fait la confusion et que c'est juste sur Dolomite que c'est délisté, mais il me semble carrément que Polygon ZKEVM c'est finito pipo à partir du 1er juillet. Pareil pour Botanix, mais il me semble que j'en avais parlé la semaine dernière. Voilà, un rappel, ça ne fait pas de mal. Si vous aviez utilisé ce Layer 2 de Bitcoin, retirez vos liquidités dessus, puisque ça ferme le 9 juillet 2026. Ah non, j'ai pas dit de bêtises d'ailleurs pour Polygon ZKEVM. Dolomite avait fait un autre post par rapport à ça, pour mettre en garde justement leurs utilisateurs, ça va fermer, retirez vos fonds. Goldfinch Finance Protocol de Predify soutenu par A16Z et Coinbase Ventures, Decador, ils lancent leur fermeture progressive après avoir émis environ 100 millions de dollars de prêts. Le protocole passera en mode maintenance avec un horizon de récupération des fonds estimé à 2 ans ou plus. Hein, il faut avoir le temps de leur côté. Ionic Protocol va s'éteindre. Bon, c'est pas un gros problème, hein, il s'était fait hacker en 2025. Et puis ils étaient sur la blockchain mode de base, donc ils avaient déjà les 2 pieds dans la tombe, j'ai envie de vous dire. Si vous aviez des fonds autour d'Ionic, je ne comprends pas. Pareil, Satori Finance, c'est vraiment un produit d'un autre temps, c'était sur ZK Sync entre autres, ça va fermer ses portes, pensez à retirer vos fonds si jamais vous en avez là-bas, mais j'ose espérer que vous en avez pas là-bas, ou que vous en avez plus, plutôt. On a Tether, là c'est un peu plus étonnant, hein, qui ferme Alloy et son stablecoin AUSDT adossé à l'or après une faible adoption. Faut dire en fait qu'ils ont un peu FOMO je trouve avec ce produit. Alors ils avaient pas grand chose à perdre je pense à faire un stablecoin sur de l'or puisqu'ils ont déjà leurs réserves et compagnie, ils avaient j'imagine déjà de quoi faire, ils ont pas dû perdre énormément avec ça. Quoique, je sais pas exactement combien ça doit coûter à Tether pour lancer un stablecoin, peut-être en faire un petit peu la publicité, mais ça a pas du tout été adopté et j'ai l'impression qu'ils ont FOMO dans le sens où on a l'or qui nous avait fait ATH sur ATH qui avait atteint les 5000 $. Depuis, je sais que l'or a baissé un petit peu, c'est revenu vers 4000 $, il me semble. Et on en entend presque plus parler, j'ai l'impression de l'or, en tout cas moi j'en entends presque plus parler, donc c'est pas hyper étonnant que les gens soient pas forcément friands de ce AUSDT ou alors du Alloy. Le Alloy c'était de l'or tokenisé en fait de chez Tether, mais même ça je le comprends pas trop parce qu'ils avaient déjà en fait de l'or tokenisé, donc c'était un peu curieux ce produit du côté de Tether. Encore le stablecoin adossé à l'or c'était une bonne idée je pense, en tout cas le projet était intéressant, mais Alloy, ouais non, je vois pas du tout. Ensuite, on a André Crogneux ou André Cronge, je trouve que ça rend mieux de dire Cronge, qui quitte Sonic Labs, la deuxième blockchain qu'il a fondée après Phantom, avec que des succès.
Désolé, j'avais déjà parlé de ça il y a quelques mois, mais j'arrive pas à comprendre comment les investisseurs lui font encore confiance et comment il a fait pour lever plus de 100 millions de dollars avec son dernier projet Flying Tulip. D'ailleurs, je crois que c'est live en plus Flying Tulip, enfin, personne n'en parle. Bref, très curieux le bonhomme, mais bon. Il quitte Sonic Labs avec 2 autres cadres dirigeants. Sonic Labs a annoncé la démission d'André Cronge. Autant vous dire que c'est bientôt la fin, je pense, pour Sonic. Pas le hérisson bleu, évidemment. Sega a été dans la tourmente, mais maintenant c'est devenu un éditeur de jeux, tout simplement. Il allait loin à l'époque du Sega qui faisait des consoles, mais je m'éloigne complètement du sujet. J'aime bien les jeux vidéo, mais c'est pas le sujet du jour. Pendle débarque sur Monad, et on a déjà des pools de liquidités plutôt sympathiques, ou aussi des principaux tokens pour ceux qui préfèrent le rendement. Voilà, il y a des stratégies à faire du côté de Monad. Si vous êtes curieux, allez jeter un œil. Faut pas forcément se jeter tout court dessus, c'est pas forcément fait pour vous. Mais voilà, pour de l'épargne, il y a un produit sur le AUSD d'Agora que je trouve plus qu'honnête. Le principal token, il doit être autour de 8% aux dernières nouvelles. C'est pas mal pour un stablecoin. C'est même pas un stablecoin déposé sur un protocole ou quoi que ce soit, c'est juste du AUSD. Il y a quand même le risque de Pendle, évidemment, mais je trouve ça honnête pour ce que c'est. On a Morpho qui va être disponible du côté de BitGo. Alors bon, BitGo c'est un prestataire en quelque sorte, c'est un détenteur tiers de crypto, donc c'est quand même un service réservé à partir d'un certain patrimoine, j'ai envie de vous dire, ou alors pour des entreprises éventuellement, mais c'est quand même cool qu'ils permettent l'intégration directement de Morpho, de produits de finance décentralisés à leurs utilisateurs. Et en ce moment, Morpho en plus, ils ont le vent en poupe. Peut-être que c'est le moment de shorter à fond Morpho, j'en sais rien, mais ça se passe plutôt bien, c'est français, donc pour une fois qu'on a, je dis ça à chaque fois, mais quand même, faut se vanter de temps en temps pour une fois qu'on a un projet français qui se porte bien, ça fait plaisir, enfin qui se porte bien. J'ai pas été voir la gueule du token Morpho, mais bon, au niveau de la TVL, le protocole, ça va. On a Spectra qui lance un vote sur Snapshot pour évidemment ceux qui ont des tokens Spectra, pour ceux qui participent activement à la gouvernance, pour est-ce qu'on réduit les incentives à 0 ou pas. Spectra, c'est un protocole qui fonctionne exactement comme Pendle, donc mine de rien, le token Spectra, sur Pendle, leur token est quand même au cœur des incentives. C'est pas le gros des incentives, souvent ils ont des partenariats avec des projets, ils arrivent à choper des incentives par-ci par-là, mais quand même c'est un bon levier leur token Pendle récemment pour mettre en avant les ordres limites. Ils ont pas changé l'inflation ou quoi que ce soit sur le token Pendle, ils ont juste redirigé un petit peu les intérêts bonus vers les ordres limites pour montrer aux utilisateurs que ça existe aussi. C'est un levier tout simplement pour essayer d'amener de l'adoption sur son protocole. Quand un protocole veut passer ses émissions à 0, soit c'est que tout va très bien pour eux, soit c'est que ça commence à mal aller. Et je pense que vu la TVL de Spectra, ça doit pas être foufou. Peut-être que je dis des bêtises, j'ai pas le graphique sous les yeux, mais ouais, j'ai quand même l'impression qu'ils se font un petit peu bouffer par Pendle, tout simplement, les gens préfèrent rester sur Pendle. On a les Aptos confidentiels qui débarquent sur le mainnet, il me semble que j'avais partagé quand c'était arrivé sur le testnet, et bien là ça y est, on peut envoyer des tokens Aptos de manière confidentielle. C'est, j'ai envie de vous dire, c'est dans l'air du temps, il y a pas mal de projets qui s'y sont mis récemment, et notamment Jumper. Et la semaine dernière, je vous avais dit, ils nous teasent quelque chose. C'est bien ça. Les private swaps, et j'avais même fait plus fort dans ma prédiction, j'avais dit qu'ils intégreraient probablement Houdini Swap. Voilà, je me suis pas loupé, ils intègrent Houdini Swap pour avoir la possibilité de faire des swaps un peu plus discrets, en quelque sorte. Ensuite, on a Rabi Wallet qui rajoute une possibilité assez intéressante sur leur portefeuille. On peut faire un clic droit n'importe où sur l'extension pour faire un screenshot du portefeuille pour envoyer ce screenshot au support si jamais vous avez un problème quelque part ou si vous avez envie de faire un retour. Typiquement, ce truc sur votre interface c'est moche, changez-le. Voilà, clic droit et vous pouvez faire une remarque directement pour envoyer un retour à Rabi Wallet. C'est sympathique, voilà. C'est pas le genre de fonctionnalité pour lesquelles Rabi est forcément meilleur que les autres, mais ça peut que les aider à s'améliorer. Et mine de rien, ils ont quand même l'air d'écouter leur communauté, parce qu'il y a des trucs qui allaient pas, je trouve, sur le portefeuille. J'ai pas forcément fait de message au support ou quoi que ce soit,
mais ça a fini par être réglé tout seul, donc ils ont l'air quand même d'être à l'écoute, et ça fait plaisir, parce qu'il y a plein de projets qui écoutent que les VC, ou écoutent que leurs intérêts, et voilà, c'est le plus important, je pense, si on veut tenir dans le temps, c'est de faire plaisir aux utilisateurs. On a Symbiosis, en parlant de faire plaisir aux utilisateurs, qui lance son mode pro. Alors Symbiosis, c'est un bridge, mais ils ont aussi un côté agrégateur. Je le découvre de ce côté-là. Enfin, je savais qu'ils avaient un agrégateur, mais je savais pas à quel point c'était poussé. Et ce que j'aime bien, j'ai été voir par curiosité ce qu'ils proposaient, ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt un méta-agrégateur, un petit peu comme Jumper et compagnie. Ce que j'aime bien ici sur le mode pro, c'est qu'on voit parfaitement quel protocole il va utiliser, et surtout, contrairement à Jumper, il y a toujours la possibilité d'utiliser Matcha par exemple, et Matcha je trouve que c'est un très bon agrégateur comparé à OpenOcean et à KyberSwap. Les deux que je viens de citer, les deux derniers, c'est des agrégateurs qui ont de bons retours certes, mais qui ont souvent des foirages. Parfois on se retrouve avec moins que prévu, ou alors parfois on a des fails. Ils sont pas très fiables en fait, je trouve, ces agrégateurs, alors que Matcha, Paraswap, OneInch, je les trouve beaucoup plus stables en soi. Ils ont des promesses parfois qui sont moins terribles que la concurrence. Là typiquement, si je veux échanger via un agrégateur, a priori OneInch a l'air un peu moins bien que KyberSwap, mais je sais que dans 80% du temps, KyberSwap, il m'affiche un truc, mais j'ai toujours moins que ce qu'il m'affiche. Je dis 80% du temps, et ensuite je dis toujours... Bon, vous avez compris, je m'en mêle les pinceaux, mais la plupart du temps, il vous affiche quelque chose et vous avez moins en retour. C'est pas terrible du côté de KyberSwap. Donc je suis content de voir un méta-agrégateur qui utilise d'autres agrégateurs, justement. Jumper, ils ont délaissé tout ce qui est... Paraswap, Matcha, OneInch, et c'est bien dommage. Voilà, je continue de pousser mon coup de gueule par rapport à Jumper. Je sais qu'ils passeront pas sur ma vidéo, mais c'est pas grave. Il faut que le mot se passe dans la communauté. Ensuite, du côté d'Optimism, c'est complètement random, mais j'ai vu ça passer. Si jamais vous faites de l'emprunt, alors faut avoir envie d'en faire sur Optimism, c'est vrai, mais on a Lamalend, le protocole de prêt d'emprunt de Curve Finance. Certains ne le connaissent pas, mais si, ça fait un moment que ça existe en plus, Lamalend, et il y a des incentives en ce moment en token OP, on peut être payé à emprunter par-dessus du Bitcoin. C'est une stratégie que je fais en ce moment d'emprunter par-dessus du Bitcoin. J'ai un peu la flemme de déplacer mes stratégies de base à Optimism, mais si jamais il y en a qui sont à l'aise avec ça, ou alors qui ont des liquidités sur Optimism pour je ne sais quelle raison, voilà, en ce moment il y a des incentives, on peut aussi déposer des USDC en collatéral, pour ceux qui font de l'épargne justement avec leur stablecoin, ça peut être une source supplémentaire. Lamalend, il y a quand même moins de TVL sur le protocole, donc j'irai pas mettre une grosse partie de mes stablecoins, mais j'avoue que c'est tentant. Je me le mets de côté Lamalend, et peut-être qu'on en reparlera dans le journal DeFi. Sur ce, on enchaîne avec le point airdrop et on commence par c'est pas une grosse surprise, je vous l'avais dit un petit peu plus tôt. Donc l'airdrop est lancé, du peu d'écho que j'ai eu, et j'ai vu aussi quelques messages sur le Discord, a priori l'airdrop a l'air plutôt pas mal pour ceux qui l'ont farmé, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ensuite, du côté de Drift, pour ceux qui avaient des liquidités au moment du hack de Drift, eh bien ça y est, les tokens d'assurance sont réclamables. Pardon, ils sont pas encore réclamables, ce sera dans une semaine, mais on a le checker, on peut aller voir combien de tokens de dette on peut récupérer. Donc un token de dette c'est équivalent à 1$, mais attention, vous n'allez pas récupérer votre dollar tout de suite, de ce que j'ai compris. Il y a déjà des fonds qui vont être rendus la semaine prochaine, mais ensuite, il faudra attendre un petit peu. C'est le même système que sur... j'ai oublié le nom du protocole qu'il y avait sur Sui qui s'était fait hacker. Ils avaient lancé aussi un token comme ça un token d'assurance, mais ils ont jamais donné le moindre centime depuis. Pour vous dire, je me souviens même plus du nom du protocole. C'était un pendle sur la blockchain Sui, et en plus j'avais été impacté par le hack, ça m'avait fait un peu mal aux fesses à ce moment-là. J'avais perdu 900 balles je crois dessus. Ah bah je viens de le voir, Nemo, voilà, merci le chat. Nemo sur la blockchain Sui, j'avais complètement oublié le nom de ce protocole. Voilà, le cerveau fait bien les choses parfois, vous voyez, hop, la petite case déni, ça peut servir de temps en temps. Attention quand même aussi, je rigole sur ça, mais en vrai c'est un sujet assez sérieux. Le déni par rapport aux investissements, il faut savoir en rire, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce que parfois on est sur une position et on la garde jusqu'à zéro, littéralement, parce qu'on est dans ce fameux déni on veut pas accepter le fait de s'être trompé ou quoi que ce soit.
Bref, faites attention quand même avec ce déni. On a WooI, l'airdrop est disponible, ça me parle ni d'Eve ni d'Adam. A priori, ça a déjà dumpé ça a déjà pris un divisé par 30 depuis le TGE. Bah récupérez vos miettes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? RateX, ah là c'est pareil, en parlant de miettes, ça risque d'être des miettes de miettes. Donc pour ceux qui avaient été éligibles à l'airdrop de RateX, je vais parler un petit peu de ce protocole. C'est un pendle justement sur la blockchain Solana, et le vesting de l'airdrop est terminé. Donc pour ceux qui l'ont farmé, peut-être que vous avez encore des tokens à récupérer là-bas, ça vaut probablement pas grand-chose, mais bon, hein, sur un malentendu, on ne sait jamais. Pareil pour Aster, si vous avez participé, si vous avez tradé sur le protocole récemment, il y a un claim jusqu'au 9 juillet, donc allez voir, hein, dans le doute, si vous avez eu de l'activité sur Aster, si jamais vous n'avez pas quelques petits jetons à réclamer. On a aussi Artium, alors je connais ni Dev ni d'Adam, c'est Alakazu qui l'a partagé sur le Discord, donc je fais le relais. Si jamais ça vous parle, allez voir si vous êtes éligible à l'airdrop, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont sur YouTube. Un dernier, j'avais oublié qu'il y en avait un dernier, je pensais que c'était le même du jour, mais non. Pour ceux qui ont farmé du côté d'Ethereal, le DEX d'Ethena, eh bien, vous avez des petites récompenses à récupérer en token ENA. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description, il passe par Sablier d'ailleurs, j'avais déjà parlé de Sablier, c'est un protocole qui permet de faire du vesting, de distribuer des airdrops, ce genre de choses. Ça peut être sympathique aussi pour bloquer des tokens si on a des convictions. J'avais un petit peu détourné en quelque sorte son utilisation comme ça dans une vidéo. Voilà, c'est un outil sympathique, Sablier aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Et on termine par le mème du jour de votre serviteur. C'est pas grand chose, mais j'ai trouvé ça marrant. Ça a pas fait assez de vues sur Twitter, donc j'essaye de le rentabiliser sur YouTube. Voilà, le pétrole en ce moment va chercher du pétrole. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, à peu près à la même heure. Et sur ce, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. Je crois que je viens de le dire. Et sur ce, salut tout le monde!